Tous. Et puis, écoutez, je suis ravie d'être parmi vous ce soir et puis d'échanger ensemble sur un sujet qui me tient à cœur, comme vous l'avez compris, qui est le marketing, mais plus précisément l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'elle peut apporter donc à ce domaine du marketing? Donc, alors, vous voyez mon écran correctement? Très, très bien, Sylvie. Euh, alors, parfait. Donc, le petit voyage que je vous propose, on sait de vous parler déjà globalement de l'IA et vous allez vous rendre compte que vous êtes comme Monsieur Jourdain. Donc, vous utilisez l'IA dans votre vie quotidienne aujourd'hui, tous les jours, même si vous n'y pensez pas forcément. Le deuxième sujet, ça va être de parcourir un certain nombre de cas d'usage qui sont des cas d'usage réels d'entreprises qui ont mis en place de l'IA et vous verrez qu'on parcourra des secteurs d'activité très diversifiés. Donc, et puis ensuite, je vous ferai un tout petit topo sur quelles sont les particularités liées à l'implémentation d'un projet d'IA. Voilà, et puis après, on aura une session de questions-réponses, bien sûr. Voilà, et puis ça n'empêche pas que vous pouvez poser des questions également, donc au fil de l'eau, bien sûr. Alors, déjà, avant de parler du constat qui est que vous faites de l'IA tous les jours, moi, j'ai une petite question. Alors, peut-être vous pouvez répondre dans le chat ou lever la main et prendre la parole et débrider le micro. Moi, j'ai une petite question toute simple. À votre avis et de votre connaissance, l'IA est née dans la décade des années 60-70, dans la décade des années plutôt 80-90 ou dans les années 2000? S'il y avait un petit sondage, vous diriez quoi? Est-ce que vous pouvez soit mettre dans le petit chat là ou soit... Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse? Alors, 60, 70, 80. Qui dit mieux? Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Alors, 60, 70, 80. En fait, vous êtes partagé entre les décennies 70 et 80. 85. 50. OK. Bon, alors, je vais vous donner la réponse. Alors, je vais essayer de passer sur mon slide suivant si la présente. Ah, il faut peut-être que je ferme le chat. Non, non, Alors, je dirais non. non, non, normalement non. Alors, est-ce que je n'arrive pas à bouger ma presse? Je vais me mettre directement, voilà, je vais mettre directement là. Alors, un petit souci. Avec tes flèches. Ouais, c'est ce que je suis en train d'essayer de jouer avec mes flèches, mais voilà. Alors en fait, donc ceux qui ont répondu années 5 ans, 60, 70 et 80, en fait l'IA est née bien avant. Donc il y avait une bonne réponse dans les décades des années entre les années 50 et 60 en fait en réalité. Donc la première personne qui a parlé de l'intelligence artificielle et qui a réellement travaillé avec un groupe de chercheurs sur ce sujet, c'était John McCarthy, avec également quelqu'un qui s'appelle Claude Shannon. Et dans ces années-là, en fait, c'était aux États-Unis, à Dartmouth, aux USA. Donc, ils avaient des genres de hackathon d'été. Donc, ils regroupaient un certain nombre de chercheurs et ils travaillaient donc comment reproduire l'intelligence humaine dans des machines. Donc, c'était leur problématique. Et dès les années 60, donc sont nées en fait les théories, on va dire les recherches plutôt à l'époque sur la reconnaissance des formes. Les premiers chatbots sont nés dans les années 70. Alors évidemment, ça n'a absolument rien à voir avec les chatbots que l'on utilise aujourd'hui, bien évidemment. Mais en fait, l'IA n'est pas née, contrairement à ce que nombreuses personnes, bon, vous êtes assez éclairés puisque je vois que vous avez eu les bons réflexes, mais elle n'est pas née dans les 20 dernières, dans les 10 dernières, 20 dernières décennies, mais est né dans les années 60 en fait. Donc, et tout au long donc, de ces années, donc, petit à petit, bien évidemment, les choses ont évolué. Un certain nombre de travaux ont été faits sur les réseaux de neurones. Donc, il y a d'ailleurs un Français très connu qui s'appelle Yann Lequin, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là et qui a fait beaucoup avancer la recherche. Donc voilà, et puis on a vu au fil de l'eau, bien évidemment, à partir du moment où sont arrivées la puissance des machines avec bien évidemment couplé à... excusez-moi, voilà, je vous passe ma présentation. Voilà, je vois que des gens arrivent encore parmi nous. Donc, bienvenue à tous. Donc, voilà, donc je reprends ce que je disais. Donc, naissance dans les années 60 avec, bien évidemment, l'intelligence artificielle a réellement
eu et mis en place des cas d'application à partir des années 90-2000. Donc pourquoi? Parce qu'en fait sont arrivées les données, la gestion du big data, le cloud, donc, et tous ces éléments donc, de puissance décuplée de l'informatique ont permis justement de pouvoir aller vers une IA opérationnelle. Et donc, symboliquement, comme vous le savez, donc l'IA, souvent on parle de l'IA et du jeu, puisque dans les années 97, enfin dans les années 2000, donc il y a le fameux ordinateur IBM Deep Blue qui a battu Kasparov donc aux échecs. Donc, et on n'a pas arrêté le progrès, puisque 20 ans plus tard, donc l'IA a également battu un grand champion du Go, et en termes de puissance de coups, enfin de nombre de coups et de nombre de possibilités. On est à 10 puissance 760 contre 10 puissance 60 à peu près pour les échecs. Donc on voit que l'IA a énormément évolué. Donc voilà. Donc je m'arrêterai là parce que c'était juste une petite donc introduction donc sur ce sujet, et je vais essayer donc maintenant de bouger. Je ne comprends pas pourquoi mes flèches sont bloquées quand je veux bouger. Donc tout à l'heure, ça marchait bien. Ah, j'ai l'impression que c'est quand j'ai le... Alors, attendez. Je vais essayer de redépartager, de repartager, parce que j'ai un problème. Donc, alors, je peux départager. Hop. Alors, je départage où? Arrêter. Non, ça s'est arrêté la présentation. Donc, ouais, je vais faire arrêter. Je vais me reconnecter parce que j'arrive pas à la bouger. Donc, alors, voilà. Je vais la remettre de façon propre. Voilà. Alors, désolé pour le petit contretemps. Ah, voilà, maintenant ça remarche. Parfait. Voilà. Ouais, j'avais un petit de... Alors, puisque tout à l'heure, je vous disais que vous, aujourd'hui, en fait, vous utilisez l'IA tous les jours. Bah oui, vous l'utilisez évidemment dans vos réseaux sociaux. Donc, vous l'utilisez bien évidemment dans tous les assistants personnels quand vous en avez, bien évidemment. Et vous l'utilisez aussi dans nombre d'applications. Donc, quand vous avez des dictionnaires de traduction, donc là, je vous en ai cité un exemple, Reverso, bah, c'est l'IA qui est derrière quand on traduit X langues. Donc, bien évidemment, tous les moteurs de recherche, donc y compris suite Google. Tous les sujets également donc d'applications qui permettent de faire de la reconnaissance d'objets. Donc, vous avez une application qui s'appelle PlanteNet, certains l'ont peut-être déjà utilisée. Donc, vous photographiez une plante et en instantané, vous avez toutes les informations en fait sur cette plante. Donc, ensuite, vous avez également la même chose appliquée à la musique, donc qui est l'application Shazam. Donc, vous écoutez une musique et immédiatement, on vous donne le titre, bien évidemment, et son auteur. Donc, et vous avez également donc, des choses, je suis désolée, mais j'ai vraiment un problème. Ah, voilà. Et vous avez également donc, des choses un petit peu encore plus curieuses, donc, qui sont de la création de musique grâce à l'IA, et qui, pour la petite histoire, est reconnue par la SACEM. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des algorithmes qui vous permettent d'assembler des partitions et en fait voilà, des musiques, et qui sont donc aujourd'hui reconnues en tant qu'auteurs par la SACEM. Donc voilà, donc en fait vous voyez que le champ des possibles dans nos vies personnelles est large. Donc c'est quelques exemples bien sûr. Et en fait aujourd'hui donc l'IA investit. Excusez-moi, je crois que j'ai un slide qui est passé à côté. Voilà. Donc l'IA investit donc tous les métiers et notamment le métier du marketing. Donc, et on va en reparler de façon très précise tout à l'heure, puisque je vais vous présenter des cas précis d'usage. Mais dans le marketing, on trouve énormément de sujets autour de la personnalisation des offres, autour des recommandations, autour de la différenciation des offres, autour de la prévision des ventes sur le commerce, etc., la gestion des réassorts et ainsi de suite. Et au-delà, en fait, donc, de ces différents cas d'application, donc dans le marketing, vous avez en fait tous les métiers aujourd'hui qui sont investis par des solutions d'IA.
Donc, en passant par les métiers de la santé, où il y a énormément de solutions, donc qui gèrent de la prévision de diagnostic, donc qui peuvent gérer de la lecture donc d'imagerie médicale, donc et qui sont souvent une aide très complémentaire donc à l'analyse en fait du spécialiste. Donc ça, c'est des sujets qu'on voit sur la partie santé. Sur l'environnement, vous avez en fait toutes des solutions d'optimisation, d'épandage pour les agriculteurs, tout ce qui est également donc l'optimisation de l'énergie et de la gestion de l'eau, donc etc. Donc sur la partie transport, bien évidemment, tout le monde a entendu parler de la voiture autonome, bien sûr. Mais au-delà de ça, donc, vous avez de nombreuses applications et notamment quand on parle digital, on parle bien évidemment covoiturage et tous les sujets d'Uber, de Lyft. Donc, utilise évidemment de l'IA pour vous géolocaliser, pour trouver la course la moins chère, la plus rapide, etc. Et puis, la finance n'est pas la dernière à utiliser l'IA. Bien évidemment, Pluto a été dans les premières à l'utiliser autour de tout ce qui est la détection de fraude, l'analyse de risque pour octroyer des crédits, les prévisions sur les marchés, donc, etc. Donc, voilà un petit peu pour vous montrer que le paysage, il est vraiment aujourd'hui très large et il s'applique à tous les métiers. Et contrairement à ce que l'on croit, donc l'IA est déjà dans les entreprises aujourd'hui. Donc, et sur l'impact sur les métiers, donc souvent, donc, on dit aujourd'hui, l'IA, c'est gentil, mais en fait, ça va faire en sorte qu'il va y avoir de nombreux métiers qui vont être automatisés. Et donc, on va avoir un impact sur l'emploi très négatif. Donc, c'est souvent ce qui traîne dans de nombreux médias. Donc, c'est pas faux sur certains métiers, puisque en fait, comme vous le voyez, en termes d'automatisation de process, il y a des métiers qui peuvent être aujourd'hui automatisés à 100%. Donc, si on prend des opérations classiques de back-office, donc c'est le cas. Donc, après, vous avez un autre cas qui est donc la rationalisation, donc, dans le sens où vous avez des métiers où l'IA donc, permet de déléguer certaines tâches qui sont des tâches à peu de valeur ajoutée et surtout souvent des tâches dangereuses ou des tâches qui sont difficiles à mettre en place pour l'homme. Donc ça peut être dans les entrepôts où vous trouvez aujourd'hui des tonnes de robots intelligents qui vont déplacer les charges lourdes, qui vont intégrer au bon endroit le stockage et optimiser en fait l'emplacement des stocks, etc. Donc, et vous avez des métiers, et ça, c'est le métier du marketing en fait partie, et tous les métiers de conseiller de vente ou de conseiller en général en font partie, où au contraire, l'IA apporte une capacité complémentaire. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça apporte de l'intelligence augmentée, je dirais, donc au métier. Donc, une fois qu'on a dit ça, alors je suis désolée parce que je vois que mes slides, on ne doit pas voir la même version. Donc, je vois qu'il y a des coquilles et de présentation. Donc, je suis désolée parce que dans ma version, ça ne le fait pas. Donc, je pense que j'ai un problème, on a un problème de versionning, là. Enfin, je ne sais pas. Mais bon, désolée de ces petites choses pas très propres. Alors, maintenant, ce que je vous propose, donc si vous n'avez pas de questions, donc, c'est de passer donc, dans les choses très opérationnelles et de passer sur les cas d'usage. Donc, je vais vous parler donc, du premier cas d'usage, donc, qui est le cas d'usage appliqué, donc, je vais dire, à la création. Ça, c'est vraiment de l'IA qui sert à la création. Donc, et en fait, cette solution, donc c'est une solution bien sûr logicielle qui est spécialisée pour l'industrie du luxe. Et le cas d'usage là que je vous présente est un cas d'usage donc d'une grande maison de couture donc, qui en fait avait besoin donc d'avoir une vision sur l'analyse des tendances de la mode à venir, donc, et avait besoin de valider donc, pour son département jupe des tendances et des formes à retenir pour les nouvelles collections. Et donc, grâce à un algorithme en fait qui a été scruté dans tous les réseaux, dans de nombreuses, je dirais, nombreuses applications et collections, a été scruté en fait un nombre d'images important par jour et scruté aussi le comportement des internautes
par rapport à ces images. Donc, grâce à cela, l'entreprise a pu lancer trois tendances en fait sur ce département. Et ces trois tendances ont très bien marché parce qu'en fait, ils ont aujourd'hui, sur cette opération-là, ils ont gagné environ pratiquement 10% de plus de ventes par rapport à la même chose qu'ils avaient mis en œuvre l'année précédente. Et surtout, comme ils ont une prévision très fine en fait de leur volume de vente, ça leur a permis de gérer, en fait, d'optimiser leur stock et de gagner en fait en valorisation de stock, ce qui est clé en fait dans ces métiers-là. Donc ça, c'est un premier cas donc, sur la partie création. Donc sur la partie localisation, autre sujet complètement différent. Là, ça s'applique beaucoup plus, bien évidemment, au secteur de la distribution, puisqu'on parle de points de vente. Donc, l'opération, c'était donc une grande chaîne de la distribution agroalimentaire, donc qui cherchait à optimiser l'implantation de ces points de vente. Donc, il y a une solution. Donc, ils ont mis en œuvre une solution de géomarketing qui analyse en fait tous les flux des smartphones. Et grâce à cette analyse, le choix de la localisation a pu être confirmé. Et au-delà du choix de la localisation, ce qui est déjà important, l'outil permet d'analyser la nature des flux de personnes qui passent dans l'environnement du magasin. Et par rapport à la nature, de préciser, et du moins de segmenter et d'avoir des campagnes ciblées sur ces types de personnes. Et en termes promotionnels, la valorisation et l'impact de leur campagne promotionnelle a été décuplé. Donc, chose intéressante, bien évidemment, indépendamment de la localisation du magasin. Donc, autre sujet, la personnalisation. Alors là, en fait, c'est intéressant parce que c'est une entreprise, vous voyez le nom, donc là, je ne l'ai pas caché. C'est une entreprise qui est très classique, donc qui est du B2B et qui offre aux entreprises une gamme très importante en fait de fournitures. Donc ça va de l'habillement jusqu'aux fournitures matérielles, outils. Enfin, c'est très 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 large. Donc cette entreprise travaille à la fois sur Internet, beaucoup, mais aussi beaucoup en appels d'offres classiques par des grosses entreprises. Et ils recevaient en fait des centaines d'appels d'offres par an, voire des milliers même, qui étaient très lourds à analyser. Et surtout, comme ils ont à la fois une marque interne sur lesquelles ils ont bien évidemment des marges plus importantes et ils revendent des marques externes. Donc l'objectif pour eux, c'était d'optimiser au maximum les préconisations de leur marque. Et ils se rendaient compte que sur les appels d'offres, la plupart du temps, les gens leur citaient des marques précises et du coup, en fait, il n'y avait aucune optimisation de leur marque. Et l'intelligence artificielle leur a permis en automatique d'identifier d'analyser en fait les appels d'offres à plus de 90%, de trouver les bonnes solutions et donc les bonnes fournitures à préconiser et surtout de préconiser en premier leurs articles. Donc ça, c'est le premier sujet. Et ce qui était très intéressant aussi, le deuxième sujet d'intelligence artificielle qu'ils ont mis, c'est que sur leur site internet, ils ont mis en place une solution qui permet de faire des recommandations complémentaires. Donc, je m'explique. Par exemple, je suis artisan, je commande un escabeau. Et automatiquement, le site va me recommander éventuellement un casque de protection, me recommander des chaussures, des chaussures de protection également. Voilà. Et grâce à ça, ils ont eu à la fois un taux de conversion du site qui a bondi de 20%, ils ont augmenté leur panier moyen de 10%. Voilà. Et sur les appels d'offres, en fait, ils ont gagné énormément en termes de recommandations de leurs propres produits. Et surtout, ils ont gagné en temps puisque les appels d'offres, ils ont divisé par 3 ou 4 le traitement de leurs appels d'offres. Donc voilà sur ce sujet-là qui est assez intéressant puisqu'il y a plusieurs sujets aujourd'hui. Donc maintenant sur la partie fidélisation, alors ça c'est quelque chose, je dirais, de clé pour le marketing, la fidélisation. Et notamment c'est un
un thème qui est très important pour le e-commerce, parce que le e-commerce, comme on le dit, c'est un secteur qui est très volatile, du moins la clientèle est très volatile. Donc, il est important de capter les bons clients, de les retenir, bien évidemment, et de les faire revenir sur son site. Et donc là, c'est un grand de la distribution, donc très connu, enfin, je peux vous dire parce que c'est Discount, donc tant que je ne l'écris pas, ça va. Donc, ils ont mis en place, ils avaient sur leur site des campagnes promotionnelles où ils distribuaient des bons gratuits pour inciter les clients à commander. Et en fait, ils distribuaient ça un petit peu au hasard, en fait, au départ. Et, là, la solution qu'on leur a proposée, c'est de mettre en place un algorithme qui analyse les typologies de clients qui se connectent sur le site et surtout qui analyse la navigation. Et par rapport au comportement en fait de l'internaute, donc ils vont pouvoir classifier les différents clients en client plutôt celui qui est très fidèle et qui commande à tous les coups quand il se connecte, donc il n'y a pas besoin de lui offrir des bons de réduction. Celui par contre qui est hésitant, il se dit bon, je vais peut-être commander, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà, ou celui qui de toute façon ne commanderait pas. Et en fait, le bénéfice qu'ils en ont eu, c'est que toutes les campagnes qui ont été faites et mises en place avec cet outil, donc ils ont multiplié en fait le taux d'impact par 3 de ces campagnes. Voilà, parce qu'ils ont en fait ciblé les bonnes personnes qui n'auraient peut-être pas été acheteurs s'ils n'avaient pas eu ces fameux bons. Donc voilà un autre exemple donc, sur la fidélisation client. Alors, un autre sujet, donc là, dans un secteur encore complètement différent, donc la banque et l'assurance. Alors, la banque et l'assurance, comme vous le savez, c'est des secteurs tertiaires dans lesquels il y a énormément de back-office, qui sont souvent très, très lourds, donc, et souvent très encombrés. Et du coup, le temps réservé au contact client, malheureusement, souvent en pâtit. Donc, l'assurance dont je parle donc ici avait un gros souci. Donc, c'est que leur parcours client était très diversifié, parce qu'ils avaient des parcours clients qui passaient, donc certaines personnes passaient en agence, certaines au téléphone, certaines directement sur le site. Enfin, il y a un parcours qui est très compliqué et ils se rendaient compte que tous les devis en ligne de souscription qui étaient envoyés, ils avaient un taux de retour qui était mais vraiment très mauvais. C'est-à-dire, pratiquement 80% des devis en ligne n'étaient pas signés. Donc, c'est-à-dire qu'ils passaient énormément de temps à faire des devis, et pour un résultat de productivité qui était vraiment très mauvais. Donc, le sujet était de comprendre quel était le parcours client qui dysfonctionnait, en fait, puisqu'il y avait un parcours client et des parcours clients qui dysfonctionnaient, et surtout quels étaient les bons parcours clients à préconiser pour rendre leurs opérations plus performantes. Et donc, en fait, en analysant, donc il y a un algorithme qui a analysé plus de 20 000 typologies de comportements de leurs clients, qui ont identifié 15 000 parcours clients par rapport aux différentes possibilités et différentes activités, parce qu'ils avaient de nombreuses activités en termes d'assurance. Et tout ça a été analysé, trié, et tout ça a donné en fait lieu à un constat qu'il y avait 3 parcours clients qui étaient très intéressants. Et surtout, cela a permis de prioriser les cibles clés à rappeler, parce qu'ils avaient des call centers qui passaient du temps à rappeler des clients, mais qui rappelaient souvent pas les bons clients et pas les prospects qui étaient les plus propices à réellement devenir leurs clients ou acheter d'autres produits. Donc voilà, et le bénéfice de tout ça, c'était la souscription par rapport au parcours multicanal a bondi de quasiment 10%. Donc que le délai de rappel déjà de leurs clients a été divisé par 2, donc ce qui est énorme. Et qu'en fait, plus de 60% de leurs appels sortants ont été des appels successful, positifs. Donc ce qui était évidemment un progrès énorme pour eux. Donc ça, c'est un autre exemple qui est plus, je dirais, sur de la productivité de back-office. Alors après, évidemment, une fois qu'on a parlé productivité et fidélisation, il y a le côté satisfaction qui en découle, donc satisfaction client. Donc alors là, on est dans la banque. On est sur une grande banque mutualiste qui a mis en place une solution qui lui permet de faire 2 choses.
Donc, d'une part, de catégoriser dans la boîte de ses conseillers. Alors, c'est une entreprise qui a 20 000 conseillers, donc, et qui reçoit des milliers de mails par jour. Donc, et ce qu'ils ont mis en place, c'est un analyseur de mails qui leur catégorise les différentes typologies de mails reçus. Donc, chaque conseiller sur son poste reçoit rangé dans les bonnes boîtes les mails pour des demandes de rendez-vous, les mails qui correspondent à des informations contrats, les mails qui correspondent à des demandes précises voilà, de crédit, etc., etc. Et par rapport à ça, sur chaque typologie de demande, l'IA propose une typologie de réponse au conseiller. Alors évidemment, le conseiller peut évoluer et faire évoluer la réponse et la personnaliser, mais en fait, ce travail qui est pré-mâché de back-office, oui, de back-office, donc fait gagner énormément de temps. Donc, elle fait gagner plus de 20 000 heures en fait de travail à la société qui ont pu être bien évidemment réutilisées sur des cas complexes et surtout des cas à forte valeur. Donc les conseillers, moi j'ai interviewé un conseiller personnellement qui a mis en place la solution dans cette banque et en fait, il m'en a dit le plus grand bien donc aujourd'hui. Voilà. Et au-delà de ça, ils ont mis aussi un chatbot voilà, qui est plus classique pour répondre en fait aux questions principales FAQ des clients aujourd'hui et avec un taux de succès qui est plus de 80%, donc ce qui est très bien pour un chatbot. Donc voilà, sur ce sujet plus, je dirais, côté satisfaction, mais qui rejoint aussi la productivité toujours. Alors après, autre sujet, donc puisqu'on parlait tout à l'heure du marketing, mais quand on parle marketing, la finalité, c'est d'avoir des ventes, bien évidemment. Donc le sujet de la prévision des ventes, ça c'est un sujet qui est toujours, je dirais, très scruté, très analysé dans toutes les entreprises. Donc là, je vous parle donc d'une entreprise du commerce spécialisé donc, qui a mis une entreprise de distribution de mobilier, donc voilà, et qui a mis en place donc une IA qui en fait lui permet de prévoir de façon beaucoup plus fine ses ventes. Donc ça analyse plein de choses. Donc c'est un algorithme, enfin c'est une solution qui en temps réel va analyser donc quel est le temps qu'il fait dehors, parce que bon, c'est un sujet qui peut avoir un impact sur les ventes. Quel est l'historique des ventes par rapport à la période que j'ai? Quelles sont les promotions que j'ai en cours? Donc, quel est l'état de mes stocks aujourd'hui dans mes entrepôts? Donc, et quels sont les produits sur lesquels je fais des focus, etc., etc. Et grâce à ça, donc cette entreprise a vu croître du jour au lendemain. Ça a été très très rapide. Donc ses ventes de 5% et surtout a baissé sa valorisation de stock de 10%. Et dans une grande chaîne de la distribution, c'est très important, la valo des stocks, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est un exemple encore diversifié. Alors, je ne sais pas sur ces exemples, parce qu'après je vais juste passer sur le sujet de comment on s'y prend. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ces exemples, des remarques, des réflexions, tout simplement à partager avec tous? Sylvie, question. Oui. Tu peux avoir des use cases finalement dans tous les secteurs. Il n'y a pas eu des secteurs où tu as eu des difficultés à proposer l'IA? Non. En fait, après, il y a des secteurs qui sont plus ou moins matures. Pourquoi? Parce qu'il y a des secteurs qui sont plus matures en termes de digitalisation. Donc, et qui dit IA, dit données. Et qui dit données, dit données numérisées, propres, classifiées, enrichies, valorisées, etc. Donc, évidemment, les entreprises qui sont plus, je dirais, en retard sur leur digitalisation, la marche de l'IA, elle est plus difficile à monter. Enfin, du moins, il y a une étape préliminaire pour la monter. Voilà. Mais en fait, là, je n'ai pas parlé, parce que là, on parle du marketing, donc c'est moins dans les tissus industriels et autres. Mais dans l'industrie, il y a énormément d'applications, de cas d'application. Donc, ce n'est pas que dans le tertiaire. Parce que là, c'est vrai que je parle de la distribution, du tertiaire. Bon, là, je n'ai pas pris d'exemple de télécom, mais j'en ai plein. Enfin, voilà. Mais je dirais, c'est très, très varié. Il n'y a pas de secteur. Aujourd'hui, je ne vois pas de secteur où il n'y a pas de cas d'application. Après, c'est chaque entreprise dans le secteur qui a une maturité numérique plus ou moins importante et donc qui accède à ces solutions-là ou pas. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, Gérard? parfait. Oui. J'étais intéressé dans le cas des télécoms. Tu citais, Ouais. je suppose, c'est Orange, c'est ça? Ou tu as d'autres clients?
Ouais, Orange, il y a beaucoup de sujets qui sont faits en IA avec Orange, mais il n'y a pas qu'Orange dans les telcos, hein. Donc, alors, on pense, c'est vrai, aux opérateurs, mais après, il y a aussi les équipementiers, des telcos. Enfin, il y en a plein qui utilisent, en fait, de l'IA. Donc, et puis, il y en a beaucoup qui utilisent de l'IA sur des sujets, donc on n'en parle pas, mais après, c'est plus ou moins évolué sur des sujets de relations clients et d'expérience client, et notamment autour des chatbots. Donc, mais après, il y a des chatbots vraiment très évolués, et puis il y en a qui sont, pour moi, pas des chatbots, mais voilà. Mais les télécoms les utilisent beaucoup aussi, les chatbots. C'est pour ça que j'en parle, parce que je pense à des cas d'usage avec des éditeurs. Oui, est-ce que quelqu'un d'autre veut Il y a un s'exprimer? gros bruit. On entend du bruit Hein? là. Il y a du bruit de fond. Oui, Merci. merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question ou veut faire une remarque sur ces sujets-là ou veut partager quelque chose avec nous? Ouais, bonsoir, Damien Alexandre. Oui, Je ne sais bonsoir. pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Moi, j'aurais une question sur quel serait, d'après vous, le chatbot le plus vraiment intelligent? Parce qu'il y a quand même pas mal de chatbots qui sont très basiques, où on ne Oui. voit pas bien l'IA et on sent que derrière, c'est juste un répertoire, une arborescence de questions. Mais est-ce qu'il y en a qui sont vraiment, enfin, vous recommanderiez lequel qui soit visible du grand public et Ah, qui soit un exemple d'aboutissement, quoi? en fait, les chatbots vont être spécialisés aussi par secteur d'activité. Donc ça, il faut en avoir conscience aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont être nourris d'un certain nombre de cas opératoires et de workflows liés au métier. Donc, ils vont être plus ou moins aboutis. Donc, en fait, il y a des chatbots qui sont beaucoup pour le tertiaire, les telcos, les banques, les assurances, etc. Donc là, j'en pense à un ou deux qui sont super aboutis. Donc, qui permettent de faire des choses absolument, vraiment, quasiment comme un conseiller. Donc, qui savent même aller jusqu'à signer le contrat avec vous en ligne. Donc voilà. Et après, il y a des secteurs d'activité plus, je dirais, sur le e-commerce où là, c'est d'autres types de chatbots, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes fonctionnalités. Donc, et pas du tout même, je dirais. Voilà. Donc, en fait, ça va dépendre du secteur. Donc, mais bon, il y a des solutions. Justement, tout à l'heure, on parlait des telcos. Donc, Orange utilise un chatbot qui est top. Donc, ils ont en fait Orange Bank, un chatbot qui est vraiment top. Il y en a un autre sur la Société Générale qui marche très bien. Il y en a un chez EDF aussi. Après, il y a des chatbots aussi. Il y a deux types de chatbots. Il y a le chatbot pour l'expérience client externe et il y a des chatbots aussi internes. Donc, voilà, je suis dans une entreprise. Je voudrais savoir quelles sont les règles et mes droits en RH pour prendre des congés. Ou je voudrais connaître, enfin, plein de choses. Il y a des chatbots juridiques, il y a des chatbots, voilà. Donc, en fait, il faut savoir quel est le métier donc, qui est ciblé pour te dire quelle est la meilleure solution. Donc, honnêtement. Donc, mais en fait, il y en a quand même à peu près, allez, sur les doigts de la main, il y en a à peu près 5 sociétés qui ont des choses très, très sérieuses. Donc, et très abouties. Après, le reste, ouais, bon, ça laisse à désirer la plupart du temps, c'est vrai. Merci beaucoup. On passe au dernier volet où il y a d'autres questions sur les cas d'usage. Il va y avoir des questions Bon. qui vont arriver au fur et à mesure. Ouais, Donc je pense qu'on peut d'accord. y aller. Donc, alors, on continue. Donc, alors en fait, comme je disais tout à l'heure, bon, nombre d'entreprises donc, sont éligibles à l'IA. Dans la majorité des entreprises qui ont des données propres et qui peuvent implémenter de l'IA, donc on est loin d'avoir une proportion aujourd'hui en France très importante relativement aux capacités des entreprises de le faire. Et pourquoi? Donc, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont plusieurs freins et fausses croyances. Donc, elles imaginent que le coût d'investissement d'un projet d'IA, c'est très cher. Donc, ça, c'est le premier réflexe que les gens ont. C'est techno, donc c'est cher. C'est souvent ça. En fait, c'est vrai, mais c'est faux. Donc c'est vrai parce que bon, l'IA, on se dit, bon, bah, si je me mets à fabriquer mon algorithme et tout, j'ai besoin d'experts, des experts qui sont très chers, très rares, donc voilà, pas facile à recruter en plus. Donc c'est sûr. Par contre, c'est faux.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, donc, on a un écosystème, et notamment en France, de solutions d'IA spécialisées qui est très riche. Donc, aujourd'hui, de mon côté, moi, j'ai référencé environ, plus de 450 entreprises qui ont des solutions d'IA, donc spécialisées par secteur d'activité et par métier, et qui donc sont très accessibles parce que la plupart du temps, c'est du mode SaaS. Donc, c'est des abonnements de services qui sont très abordables, donc, et qui souvent ne demandent pas non plus de réarchitecturer toute l'entreprise pour les mettre en œuvre. Hein. Donc voilà, donc ça c'est première remarque. Bon, après, c'est ce que je disais tout de suite, souvent les gens disent oui, mais les ressources après pour maintenir la solution, j'aurais pas les moyens de la maintenir et de la garder pérenne parce que j'aurais pas les ressources qui vont bien. En fait, c'est faux parce que toutes les solutions aujourd'hui verticalisées, donc suffit, alors quand je dis suffit, c'est facile à dire, il y a quand même, je dirais, une formation, bien évidemment, mais toute personne métier qui connaît bien son métier, bien ses exigences de son métier, donc est capable d'être formée et de pouvoir justement faire évoluer donc la solution, parce que les solutions sont, c'est pas du no-code parce que les solutions ont quand même du code derrière, mais elles ont un nombre flexibilité de paramétrage qui sont complètement accessibles à l'utilisateur final. Donc un directeur marketing est capable sur la majorité des solutions de paramétrer, donc sans avoir un expert qui lui refait le codage de l'algorithme derrière, quoi. Donc voilà, donc ça c'est souvent en fait faux. On n'a pas forcément besoin d'experts pour à la maison, bien sûr. Après on en a besoin évidemment à un moment donné, mais on n'en a pas besoin chez soi pour pouvoir mettre en place ces solutions. Bon, et après souvent les entreprises ont l'impression que comme c'est un petit peu une technologie qui est aujourd'hui classée comme une technologie avancée, donc, avec toutes ces croyances de se dire c'est cher, il faut des experts, etc., on se dit, ouais, mais alors là, le temps que je mette le projet et que je le déploie, pouf, mon ROI, il ne va pas être court terme. Donc, c'est souvent cette croyance-là, elle est très ancrée en fait dans les directeurs d'entreprise. Et en fait, c'est complètement faux parce que s'il y a bien un projet qui s'implémente en mode agile et en mode retour donc sur investissement, c'est bien celui-là. C'est-à-dire qu'en fait, on commence toujours quand on a un projet d'IA par ce qu'on appelle un proof of value, c'est-à-dire qu'on prend la solution, on détermine un petit périmètre, hein, donc vous connaissez tout ça, hein, donc c'est le principe du POC, hein, on détermine un petit périmètre restreint et on teste. Et même sur le périmètre restreint, si on n'a pas de ROI, c'est que ce n'est pas la bonne solution. Ou alors, c'est qu'il y a peut-être un problème en amont sur les données. Mais en fait, voilà. Donc, on part pas. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on part pas dans des grands projets en mode en V où on voit pas le bout et où, quand on arrive au bout du tunnel, on se retourne et on se dit ah, mais oui, mais c'était plus ça dont j'avais besoin. Donc là, l'IA, justement, c'est tout sauf ça. C'est vraiment le mode agile dans son essence même. Du coup, quand on dit on aura un ROI plus court terme, c'est pas possible. Ça sera court terme, c'est complètement faux. Donc, et ça, toutes les entreprises qui l'ont mis ont pu le valider. Donc, si on regarde donc, après les leviers pour réussir donc, dans les entreprises, déjà en fait, je suis désolée parce que je vois que vous voyez mes slides tronqués. Je sais pas, et j'avoue que moi. Donc en fait, ce que vous devez lire, c'est des données digitalisées de qualité. Je suis désolée pour le qualité qui est tronqué. Donc en fait, ça, c'est ce que j'expliquais, en fait, que l'IA va être accessible aux entreprises qui, bien sûr, donc, ont déjà des données et ont des données digitalisées et de qualité, parce que si elles ne sont pas catégorisées, propres et valorisées, donc ça va être compliqué. Mais bon, tout ce travail-là, c'est possible, bien évidemment, de le faire quand on a un projet. Donc le deuxième sujet, donc c'est l'équipe pluridisciplinaire. En fait, l'équipe pluridisciplinaire, c'est important parce que l'IA, ça ne se fait pas avec des experts, ça se fait avec un collectif qui va rassembler les gens métiers en premier, donc les experts, bien évidemment, des technologies, les gens de la sécurité, de la cybersécurité, donc les juristes également. Donc c'est vraiment un collectif. Donc il y a une multidiscipline quand on implémente un projet d'IA. Donc après, bon, évidemment, le sujet suivant, c'est le sujet du sponsor dans l'entreprise. Si vous n'avez pas au bord de l'entreprise un sponsor et ça c'est valable pour de nombreux projets, hein, c'est pas valable que pour des projets d'IA, bien évidemment, vous le savez tous, donc ici autour de la table. Donc ça, c'est vraiment clé.
Donc, et le dernier sujet, donc, c'est le sujet donc, de la rentabilité du projet. Donc, et l'approche doit être absolument pragmatique et étape par étape. Donc, le projet doit prouver qu'il est rentable. Ça, c'est les leviers de la réussite d'un projet d'implémentation d'un projet d'IA. Donc, et après, si on passe sur les étapes, étape par étape, bon, la première chose quand on arrive dans une entreprise et qu'on se dit j'ai aucune idée du cas d'usage ou du moins de l'initiative que je pourrais mettre en œuvre, hein. Donc, c'est bien évidemment de définir donc, la stratégie. Est-ce que c'est l'IA pour me différencier? Est-ce que c'est l'IA pour personnaliser mes offres? Est-ce que j'ai besoin d'IA pour gagner en productivité? Est-ce que j'ai besoin d'IA pour optimiser mes prévisions de vente, etc. Donc ça, c'est la stratégie à définir et choisir bien sûr le domaine dans lequel l'implanter. Donc ensuite, après, on arrive sur le sujet du choix de la solution. Donc identifier l'éditeur, donc sélectionner parmi les éditeurs la bonne solution, donc et la plus en phase avec mon secteur, le métier qui est concerné et le cas d'application que je veux mettre en œuvre, bien sûr. Donc, ensuite, donc l'étape suivante, bah voilà, ça vous connaissez, c'est assez classique, c'est réaliser un proof of value, donc avec la définition du périmètre, et toujours même à ce niveau, déjà mesurer le ROI donc, du proof of value. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on teste le projet donc, sur une V1. Donc on élargit le périmètre et puis on met en œuvre tout ce qui est conduite du changement, tant sur les impacts humains, tâches et organisation de l'entreprise. Donc, et on en profite aussi à ce niveau-là pour peaufiner la mesure du ROI. Donc, et ça, c'est aussi clé dans ce type de projet. Et après, il ne nous reste plus qu'à déployer à l'échelle, donc avec le sujet de l'industrialisation, d'adapter bien sûr à plus grande échelle sur l'organisation de l'entreprise, donc interdépartementale bien sûr, et est-ce que les impacts sont toujours interdépartementaux de l'IA. Donc, et puis contrôler bien sûr toujours à la mesure du ROI et le faire évoluer si cela est nécessaire. Donc en fait voilà, donc il y a deux phases. Il y a la première phase qui est plutôt l'identification du besoin, et puis ensuite après les sujets assez classiques que vous connaissez en passant du POV au projet première version et puis au déploiement global. Donc assez classique, voilà, d'un projet, je dirais, itératif et agile en fait. Donc voilà. Donc voilà, donc j'en ai fini pour juste vous présenter rapidement donc ces différents sujets et puis sous l'angle marketing. Donc voilà, en espérant que ça vous a intéressé et puis ouverte à répondre à toutes vos questions et puis à partager vos remarques. Donc avec grand plaisir.